Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vais faire la présentation. Nous avons d'une part Monsieur Benoît van der Merchen, qui travaille au Centre d'action laïque comme secrétaire central ou général. Le Centre d'action laïque développe pas mal de thématiques telles que la liberté et les droits humains, et avec autant que possible, sans aucune ingérence religieuse. Vous parlez beaucoup du milieu carcéral et de la protection des détenus. Vous agissez beaucoup dans le cadre de l'enseignement et vous défendez aussi depuis de longues années le droit à l'avortement. Et ça, c'est assez historique. Et alors, vous défendez aussi des thématiques qui portent sur l'euthanasie et le droit à mourir dignement, quitte à choisir les modalités pratiques et personnelles qui conviennent à l'individu. Alors nous avons aussi M. Geo Van Snick, qui est docteur en médecine généraliste et qui, au cours de ses études, a croisé la médecine traditionnelle, mais aussi occidentale, parce que j'imagine que votre première formation était du style classique. Alors vous enseignez aussi dans plusieurs universités en France, en Suisse et en Grèce. En tant que citoyen, vous avez accompli plus d'une mission humanitaire et alors vous êtes aussi à la recherche de plantes médicinales qui, j'imagine, à terme, pourraient d'une manière pertinente remplacer la médecine dite traditionnelle ou chimique ou industrielle, je ne sais pas comment on l'appelait. Alors, on vous invite parce que vous allez vous prononcer dans le cadre d'une thématique que le Point Culture développe depuis le début du mois de septembre qui porte sur la révolte. Révolte, je sais que c'est un terme un peu compréhensible et on peut parler en termes de colère, d'indignation, mais enfin, on va quand même garder le terme révolte. Alors, je voulais savoir, dans vos pratiques professionnelles à l'un et à l'autre, dans quelle mesure la révolte ou l'indignation, peu importe, intervient-elle? Je ne sais pas à qui je m'adressais, peut-être, comme j'avais d'abord présenté M. Benoît, je vais m'adresser à lui d'abord. M. Benoît, dites-nous, s'il vous plaît. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans une société où un peu de révolte ferait du bien. Un peu. Si je dois recontextualiser, on est ici à côté du bois de la Cambre, qui a vécu différents épisodes, le 1er avril, le 1er mai, et encore à la suite. Et moi, la réflexion que je me suis toujours faite, moi, à ce moment-là, c'est de me dire, sacrebleu, c'est seulement maintenant que ça pète. Alors que pour moi, on a pendant plus d'un an mis entre parenthèses de manière énorme, comme n'aurait jamais osé le rêver n'importe quelle dictature dans le monde, tous nos droits fondamentaux, avec un danger agité, réel sans doute, le médecin en parlera sans doute mieux que moi, mais qui néanmoins a, semble-t-il, tétanisé toute réflexion ou tout sentiment de révolte. Et donc maintenant qu'on est des jeunes ou des moins jeunes qui à un moment donné se disent « bon, et dans quelle pièce je joue ?» à bon ou à mauvais escient, mais qui ont moins le droit de l'exprimer, je pense qu'on est vraiment dans une société où on nous engourdit. Et que tout ce qui peut amener dans un premier temps les uns et les autres à réfléchir sur le cadre dans lequel on vit, à voir quelles sont les lignes de force en termes de direction politique, à pouvoir les décrypter, eh bien, ce sera un atout, ça amènerait peut-être à des citoyens plus actifs, qui ne seraient peut-être pas obligés d'affronter des autopompes ou des chevaux qui chargent, mais déjà un peu plus avant, questionner, réfléchir, suggérer, proposer, et quitte, pourquoi pas, à désobéir aussi. La désobéissance civile, elle a un sens. Donc j'ai envie de dire, dans notre société aujourd'hui, où on sent de plus en plus poindre, mais vraiment avec une acuité assez forte, le besoin exprimé ou le souhait d'un pouvoir exécutif fort. On a eu le terrorisme, outre Kievrin, les contestations sociales, maintenant pandémie. On sent que tout le monde est toujours en train de se dire « Ok, maintenant, il faut qu'on règle, on va laisser l'exécutif gérer, on n'a plus le temps de palabrer, on n'a plus le temps de discuter, on n'a plus le temps de décortiquer, on n'a plus le temps de juger, urgence commande, et tout le monde en rang serré. » Voilà. Et des lieux comme celui-ci, sur ce campus, ouais, il y a un rôle essentiel à jouer. Et votre action, elle est donc conduite, engendrée par votre action, je veux dire, votre pratique professionnelle, elle est occasionnée, engendrée par votre sentiment de révolte, à juste titre d'ailleurs. C'est une question. J'ai moi... C'est le moteur.
Ouais, mais je suis un homme heureux. J'ai la chance de pouvoir travailler, militer, les deux se confondent dans une association où justement les sujets de société comme ceux que je viens d'évoquer sont au cœur de notre action. Ce matin, j'étais au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles où on imagine, vaille que vaille, de passer à un véritable cours de philo de citoyenneté. Oh, peut-être pas pour tous les réseaux d'enseignement. Oh, 1 heure, est-ce qu'on peut tout mettre? Est-ce qu'on passera à 2 heures? Il suffit d'ouvrir le journal ou d'allumer la TV et de regarder un JT et on se rend compte quand même que notre monde il ne tourne pas spécialement rond. Et donc à partir de là, surtout qu'il y en a certains qui imaginent pourquoi pas laisser des jeunes voter à partir de l'âge de 16 ans, c'est une proposition libérale et écologique sur la table au niveau du gouvernement fédéral, il faut donner les éléments, les leviers pour que les jeunes comprennent le monde dans lequel ils sont. Et donc avoir un cours de philosophie de citoyenneté, ça paraît une évidence. Arrêter de disperser les élèves sur base des confessions de leurs parents pour discuter des questions de sens, pour les mettre plutôt ensemble et réfléchir, ben voilà un véritable enjeu. Je prends cet exemple-là, la semaine prochaine, nous sommes invités à aller cette fois-ci en commission de l'intérieur de la Chambre, où il y a différentes propositions qui sont sur la table pour interdire les milices privées. Alors on est quand même dans un contexte où on est toujours en train de chercher dans les bois, derrière les buissons ou que sais-je, un fou furieux à qui on a laissé les clés de dépôt d'armement. Alors effectivement, est-ce qu'il y a une extrême droite violente en Belgique et en Europe? Sans doute. Est-ce qu'il faut s'en méfier? C'est clair. Est-ce que pour autant essayer d'interdire les mouvements liberticides, ça a du sens? Oui. Mais attention, imaginons qu'on ait un ministre de l'Intérieur qui soit un nostalgique de la collaboration. Oh, ça peut arriver. Hein. Il n'y a pas si longtemps, on avait M. Yam Yambon qui était ministre de l'Intérieur. Il y a une association qui me déplaît, ça y est, je décide de l'interdire. Voilà, il y a tous des enjeux de société dans lesquels on se trouve aujourd'hui, qui posent parfois de bonnes questions, auxquelles on n'a pas toujours les bonnes réponses, mais où surtout on se dit qu'on n'a pas toujours, en termes d'appropriation citoyenne, les lieux, les moyens pour pouvoir décrypter ça et pour pouvoir effectivement apporter sa pierre à l'édifice. C'est toujours mieux quand ça se fait paisiblement. À un moment donné, il ne faut pas s'étonner que ça pète et effectivement ce soit sous une forme plus de révolte, comme vous l'indiquiez en introduction. Très bien, Monsieur Van Snick, je vous pose exactement la même question. Ce ne sera pas la même réponse. Ça c'est clair. Alors, je vais dire, quand j'entends mon ami Benoît parler de révolte, effectivement, c'est une révolte politique, c'est une révolte large. Et puis, moi, j'étais confronté à les révoltes de manière tout à fait différente. C'est-à-dire d'abord en termes de révolte personnelle, c'est-à-dire dans des combats, puisque moi, je suis un juste post-68 heures, avec les combats pour... à l'époque, c'était en post-68, c'était le Minerval des étrangers lorsqu'ils s'inscrivaient à l'université qui avait augmenté. Donc on a tous, enfin tous en tout cas, on a tous des traces de coups de matraque un peu partout. Puis c'était les révoltes face à ce qui se passe en général dans la vie, face à la pauvreté, face à l'humain, donc à toute petite dimension, pas du tout transformé en un système. Je ne suis pas un homme de système, je ne suis pas un combattant de système, je suis plutôt un président de l'opposition qu'un président, d'habitude d'ailleurs. Et puis il y a tout l'aspect accompagnement, parce qu'avec le temps qui passe, la révolte personnelle est plus difficile à être active. Ça veut dire que dans les manifestations, après 200 mètres, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux hanches, alors que je suis obligé d'aller m'asseoir pour boire un verre, ce qui n'entre pas dans les comptabilisations statistiques de la police. Dans les manifestations, c'est classique, le nombre n'est pas le même, parce que moi je suis assis en terrasse. Et donc aujourd'hui, ma révolte est plus dans l'accompagnement de la révolte des gens. Et ça nous mène un peu vers ce thème dont on avait, je dirais, envie de parler, qui est tout le thème de l'euthanasie. Donc les gens nous disent, les gens nous crient « Docteur, ne me laissez pas crever comme ça, accompagnez-moi. Hein, je me révolte parce que je perds ma dignité, parce que je n'existe plus en tant que personne, en tant qu'entité non souffrante, ou en tout cas qui peut vivre avec plaisir. » Donc, totalement deux analyses complètement différentes de la révolte. Donc c'est vrai, en guise de mise en bouche, j'avais envie de vous entendre parler de la révolte, mais nous allons rebondir quand même un peu sur le pourquoi de vos invitations, votre invitation, dans la mesure où j'aimerais que vous exprimiez sur la fin de vie, les différentes formes de fin de vie, et plus encore sur les fins de vie qui sont, dans la mesure du possible, les plus choisies possibles.
Alors, lors d'entretiens téléphoniques que nous avons eus, Benoît m'aviez conseillé d'éviter toute confusion entre l'euthanasie et le suicide. L'euthanasie étant le résultat d'une démarche et d'un droit individuel. Le suicide, c'est encore autre chose parce qu'il peut être occasionné, se produire pour des raisons diverses et parfois dont les causes sont extérieures à l'individu. Moi, je m'étais intéressé au suicide depuis quasiment toujours. Ça faisait moins d'une quarantaine d'années, je voulais faire l'acquisition du bouquin « Suicide, mode d'emploi ». Et il y a une quinzaine d'années, une copine me dit « Ah voilà, j'ai trouvé ce bouquin, il est d'occasion, il coûte 1000 balles, je l'ai chez moi ». J'ai commencé à le lire et je n'ai pas poursuivi la lecture parce que les moyens techniques pour mettre en œuvre la volonté de se suicider me semblaient un peu compliqués, de la mesure, je me trompe peut-être, que des produits ont disparu du marché. Donc, ce n'était pas si simple que ça. Et puis, à peu près, il y a quelques mois, j'ai lu le bouquin de Claude Gouillon qui s'appelle « Droit à la mort », qui est un peu la suite de Suicide, mode d'emploi. Et dans ce bouquin-là, il déblatère principalement des difficultés juridiques auxquelles il a été confronté pour défendre et justifier la présence de ce livre. Ce livre, qui c'est quasiment une première, a subi une censure vraiment dégueulasse et hontée. Donc il y a deux aspects sur le retrait de la vie, si je puis dire. Il y a d'une part l'euthanasie et alors ce qu'on appelait Benoît et moi au téléphone, donc le suicide assisté. Alors je ne sais pas si vous voulez vous exprimer sur les deux formes de retrait de la vie ou de départ. Oui, je dirais que la différence, elle est vraiment fondamentale. C'est-à-dire que le suicide est très souvent un acte impulsif. Très souvent, il y a rarement une construction derrière, il y a toujours énormément de souffrance, alors que, et disons que c'est une incapacité de vivre. C'est non pas un choix d'arrêter de vivre, c'est une incapacité de vivre. Ce qui fait une grosse différence dans la tristesse des gens qui sont autour. Ce n'est pas le choix d'une fin de vie. L'euthanasie, par contre, est un vrai choix de partir de sa vie à un moment où on estime que c'est opportun. C'est sous-tendu par une loi qui nous dit qu'il faut être malade, incurable et dont les souffrances ne peuvent pas être soulagées. La loi peut être lue quand même de manière relativement large, tout en sachant qu'on ne peut pas, de manière tout à fait juste, on ne peut pas achever les gens à notre bonne volonté quand on veut. Mais le fait de construire ça sur un cadre légal, permet aux gens de s'en aller avec, j'allais dire, une grande joie ou une grande sérénité en tout cas, ce qui n'est jamais le cas du suicide. Et pour une famille, vivre un suicide, c'est terrible, alors que vivre une euthanasie est souvent un acte intense de partage d'une fin de vie. C'est extrêmement, la plupart du temps, c'est très positif. Quand nous faisons une euthanasie, après, la famille nous remercie, ils veulent nous prendre dans les bras, ils veulent partager avec nous ce moment choisi. Donc c'est une énorme différence. Il y a un lien obligé entre le suicide et la souffrance. Parce que si vous avez le sentiment d'avoir accompli votre vie, sachant que vous ne pourrez pas aller plus loin, soit pour des raisons affectives ou professionnelles, vous pouvez dire « bon, je mets un terme, je n'ai plus rien à apporter, soit à la société, soit à moi-même ». Donc pour moi, je ne vois pas nécessairement une souffrance, mais un acte de liberté suprême. Ça peut être lu comme un acte de liberté suprême. Maintenant, la loi sur l'avortement n'autorise pas encore officiellement d'être euthanasié lorsqu'on a la perte du sens de la vie. C'est quand même en discussion depuis des années. C'est juste la ligne, je dirais, la limite à franchir au pas. Mais le suicide est toujours un acte isolé, contrairement à l'euthanasie, qui est toujours un acte accompagné. Et donc, je crois qu'effectivement, le suicide, pour moi, je pense qu'il faut être très très fort pour se suicider de manière sereine, en ayant construit ça hors de la légalité, hors des gens qui vous entourent, parce que les gens vont vous empêcher de partir, alors que dans l'euthanasie, les gens, la famille nous demande d'aider.
on demande, donc là on considère qu'on aide la personne dans le suicide. Je ne suis pas tout à fait opposé à ce que vous me dites, hein, mais je pense que se suicider, il faut être très très puissant dans sa tête pour faire ça de manière correcte. Et je vous dis, la plupart du temps, c'est un geste de colère, un geste d'indignation négative plutôt que positive, alors que l'euthanasie peut être très positive parce qu'on peut faire le bilan, avec la famille souvent présente, on termine quelque chose. Le suicide, c'est toujours brutal, d'autant plus qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de se suicider de manière propre. Quand je dis suicider de manière propre, là où l'euthanasie, c'est une injection, il n'y a pas de souffrance dans l'injection jusqu'à preuve du contraire. Le suicide, il n'y a pas... Effectivement, il y a un mode d'emploi du suicide, mais qui est toujours un échec parce qu'il n'y a pas la pilule suicide qui vous termine proprement les choses. C'est toujours une accumulation d'alcool, une accumulation avec des médicaments, ou c'est sauter d'un pont, je veux dire, c'est quand même lourd pour le sociétal, pour l'environnement. Pour l'environnement, c'est extrêmement lourd. Ou là où l'euthanasie, grâce aux lois d'ailleurs, et elles ont leurs limites, hein, on pourra en parler, mais elles ont vraiment leurs limites, mais grâce aux lois, ça peut être fait vraiment dans une ambiance qui soit quelque chose de construit et constructif. Benoît ? Mais, moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que dit Géo, parce que je sais que lui, c'est nourri par une pratique, par des contacts, par une expérience de ce qui, pour moi, est, en termes d'euthanasie, un ultime acte de soin du médecin vis-à-vis de son patient. Pour ce qui est du suicide, je suis, moi, très attaché à cette idée qu'il n'y a pas de quelqu'un qui peut me dire que ma vie ne m'appartient pas. Et donc on sait bien à quel point, dans toutes les législations éthiques, le poids des cultes a été gigantesque, et encore maintenant, pour empêcher que l'on puisse avancer d'une façon ou d'une autre, sous cette idée qu'effectivement, il y a une transcendance qui, quelque part, nous dépasse et ne nous permet pas de... Moi, j'ai envie de dire, je peux faire ce que je veux de ma vie. La pratique que nous évoque Géo, lui, c'est effectivement pouvoir se dire, d'abord, la plupart des suicides, quand il y a une tentative, ça foire souvent et ça laisse des dégâts avec des personnes entre la vie et la mort ou avec des séquelles, et ça, c'est effectivement dramatique. Et la pratique, c'est effectivement très peu souvent des personnes qui sont là et qui ont dit « Ok, bon, ben moi, à un moment donné, je retire la prise parce que j'estime que… » Donc ce sont deux notions différentes, mais qui trouvent des concrétisations législatives différentes. En Suisse, il existe une législation sur le suicide assisté pour justement éviter que ces suicides ne fonctionnent pas à partir du moment où quelqu'un a décidé qu'il était à bout. Nous, c'est à des conditions strictes, légales, de maladie, comme incurables, avec des souffrances inapaisables, que l'on peut imaginer à un moment donné de débrancher. Le débat est ouvert. Hein. Il y a du côté néerlandophone, où ils sont beaucoup plus sensibles à cette question de fin de vie. Bizarrement, c'est l'inverse pour le début de vie. Il y a des propositions sur la table qui sont émises par des députés libéraux de légiférer sur ce qu'ils appellent le sentiment de vie accomplie. Bon, voilà, j'ai l'impression, là, on m'a mis dans un home, je regarde les moutons à travers la fenêtre de ma chambre, et est-ce que ça a encore du sens? Pour certains, oui, et tant mieux, pour d'autres, moins. Et moi, je suis attaché à cette idée, effectivement, que personne n'a à me dicter ce que je fais par rapport à des choix que je peux poser, et c'est l'idée d'un être humain qui est autonome et maître de son destin. Maintenant, ces questions-là sont d'une sensibilité terrible, évidemment. Hein. Les questions de qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est qu'une vie accomplie, quel est le sentiment qui est celui d'une déprime passagère qui peut amener, le tempérament des uns et des autres. On le voit d'ailleurs que pour les opposants à l'euthanasie, puisque l'euthanasie peut être réalisée pour des souffrances d'une part de nature physique, mais également, c'est plus rare, beaucoup plus rare, pour une souffrance dite psychique, certains vous diront « Ah bah oui, effectivement, une lésion, l'état d'avancement d'un cancer, je peux le quantifier, je peux voir. Ah là, je peux me dire, effectivement, le gars, il va crever, autant éviter qu'il ne souffre. » Ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, vous aurez beaucoup de gens qui continueront à vous dire « Ah, il y a toujours moyen de réparer ça, je ne sais pas exactement où il en est. Est-ce qu'il est au bout ou pas au bout ?» Et donc, on sent qu'il y a une zone d'ombre qui est souvent, il faut le dire, utilisée par les opposants à toute avancée sur les questions de début ou de fin de vie,
Et je ne dois pas vous raconter comment s'est formé ce gouvernement fédéral ici en Belgique, où 12 députés sur 150, en pleine pandémie, après 1 an de crise, sont capables de dire « je ne monte pas au gouvernement si, alors qu'il existe une majorité parlementaire, vous votez l'extension de la possibilité d'une IVG de 12 à 18 semaines ». Mais on vit dans quel monde, là? Mais on se rend compte à ce moment-là que en Flandre, c'est un élément absolument essentiel du débat, et avec cette idée que nous n'avons pas nous-mêmes à décider pour une femme de son autonomie par rapport à l'IVG. Mais ça va plus loin aussi. On a réussi à avoir une petite modification il y a 1 an en matière de la législation, en matière d'euthanasie, où je passe très schématiquement, il y a une possibilité pour tout un chacun, et faites-le, de faire ce qu'on appelle une déclaration anticipée. Il ne faut pas le faire quand on est âgé. Je peux me faire renverser un vélo en rentrant et ça pourrait servir. Si je ne suis pas capable de m'exprimer pour dire je souffre, c'est inapaisable, ce sera incurable, eh bien j'aurai au moins 2-3 personnes qui peuvent dire « Et oh Benoît, il a déjà dit que s'il était dans cette situation-là, il fallait débrancher ». Cette déclaration anticipée avait légalement été prévue pour une durée de 5 ans, il faisait la renouveler. C'était en réalité très anxiogène pour les personnes qui vieillissent, qui d'abord perdent ça de vue, puis après ne retrouvent plus un cercle d'amis suffisamment conséquent que pour pouvoir avoir des signataires. On a fait passer maintenant, il y a de ça 1 an, cette législation un peu comme un testament. Je décide que si je suis dans cet état-là, ben, vous débranchez. Maintenant, c'est jusqu'à ce que j'ai changé d'avis, comme un testament où on déciderait de disposition de fin de vie. Ce n'est passé que parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. Hein. S'il y avait eu un accord de gouvernement avec les partis chrétiens, ça ne serait jamais passé. Et on se rend compte à quel point on a encore avec une incapacité de débattre de ces questions-là, alors que je pense que quand on les laisse justement enfouis, qu'on essaye d'enterrer, qu'on essaye d'avoir une doxa, on vous dit c'est comme ça, c'est pas autre chose, et ne pensez pas par vous-même, ben là... de la révolte, hein, on revient au point de départ, de la révolte. Ah oui. En fait, si je me suis permis d'emmener ce thème en fin de saison révolte.culture, c'est parce qu'il y a quand même des aspects dans cette thématique qui rejoignent mon expérience. Tant pis, je vais parler de moi. J'ai perdu mon père à 29 ans. Son père, donc mon grand-père, s'est suicidé, il avait 52 ans. Et un de mes fils n'était pas loin d'eux. Donc, et malgré tout, ce genre de départ ne me dégoûte pas nécessairement. Je ne parle pas de la mort de mon père, mais de l'absence choisie ne me rebute pas. Je suis presque un peu appelé. Et peut-être que dans le quotidien aussi, nous vivons des formes peut-être de suicide doux, que ce soit lié à l'alcool ou d'autres substances. C'est peut-être moins spectaculaire, mais ça me semble très présent et qu'il y a quand même peut-être des aspects autodestructifs qui entrent dans le processus, me semble-t-il. Oui, alors l'autodestruction, effectivement, ça peut paraître doux de boire un peu trop jusqu'au moment où on a une cirrhose du foie et qu'on se retrouve dans un état catastrophique au niveau santé. Et comme la cigarette, dont on sait qu'elle augmente les risques de cancer du poumon. Et moi, je n'ai jamais vu des gens qui, quand ils fumaient, avaient un cancer du poumon, qui n'arrêtaient pas de fumer, qui continuaient à fumer. Ce qui veut dire qu'on avance tout doucement parce qu'il n'y a pas de décision prise. Et tout d'un coup, on se retrouve confronté à un mur brutal. Et à ce moment-là, la plupart du temps, on recule. Donc, ce n'est pas si facile que ça par rapport au... Donc, le suicide doux, pour moi, il n'existe pas. C'est une entité. Et alors moi, je voudrais quand même qu'on revienne aussi sur le fait que le suicide assisté en Suisse et tout ça, il y a des tas de gens qui racontent des histoires comme ça depuis toujours. Oui, docteur, dans le temps, en Chine, les médecins, ils sont payés quand on est en bonne santé. Et puis, alors, je peux vous raconter l'histoire. C'était à la Cité interdite, en 14e, 15e siècle, quand l'empereur était malade, on tuait le médecin. Et le restant du temps, il gagnait sa vie. Je n'entre pas dans ces catégories-là, j'ai pas envie que mes patients me tuent. Et donc, ce sont des histoires qu'on raconte comme ça, qui ont fait une généralisation. Et quand je demande le prix d'une consultation, on me dit « Ouais, docteur, en Chine, c'est gratuit quand on est malade. » Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'en Suisse, le suicide assisté, je peux vous dire que c'est un fameux budget. C'est un fameux budget, alors c'est entre 7 000 et 20 000 euros. Donc, en Belgique, parce qu'il faut faire un dossier, il faut rentrer tout ça, c'est encore plus chiant que de demander une domiciliation en Belgique. C'est 30 feuilles à remplir de tous les côtés, passer devant une commission psychologique, c'est lourd, c'est lourd.
En Belgique, et ce n'est pas une publicité, mais une euthanasie, elle va de 0 à 300 €, 400 €. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de budget derrière, ce n'est pas un travail dans le sens strict du terme. C'est une notion qui est quand même assez importante dans l'histoire. Le médecin demande ce qu'il veut, mais classiquement, le médecin ne demande pas des masses parce qu'il y a le respect de l'histoire du patient. On n'aide pas les gens à partir, on n'euthanasie pas des gens qu'on ne connaît pas. Ça veut dire qu'on a une histoire avec eux. Et donc on a beaucoup de tristesse quand on permet aux gens de s'en aller parce que c'est une manière de dire au revoir, définitivement. Et donc c'est clair qu'il n'y a pas de fonctionnement d'argent derrière ça. En tout cas, dans mon expérience, je ne connais personne qui pratique l'euthanasie avec des budgets, je vais dire. Et ça, c'est quand même des notions qui sont fort, fort importantes. Pour moi, c'est que c'est vraiment, et j'en parlais tantôt, c'est une assistance, c'est une aide à la révolte des gens contre leurs souffrances, contre leurs limitations, contre le système dans lequel ils sont pris, la plupart du temps avec ou sans leur accord. Si c'est un problème d'alcool, c'est clair que quelqu'un qui a une cirrhose du foie parce qu'il a bu beaucoup trop mérite, entre guillemets, autant une euthanasie respectueuse que quelqu'un qui n'a jamais bu et qui n'a jamais fumé. Donc il n'y a pas de jugement moral. Normalement, il n'y a pas de jugement moral derrière une euthanasie. Et ça, c'est quand même des choses aussi importantes. Et je pense que par rapport au suicide, même si je mets un peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous nous disiez, je pense que le suicide reste quand même un acte, je ne vais pas dire répréhensif, mais qui a une connotation très négative. Et les gens nous disent « je n'ai pas su l'aider ». Les gens, toute la famille, tous les proches se sentent terriblement coupables. Et en particulier les jeunes, quand c'est un ami, quand c'est quelqu'un de leur milieu, c'est l'horreur. Moi, j'ai des gens qui vivent encore 20 ans, 30 ans après le suicide de leur ami ou de leur amie. Donc, c'est très porteur, c'est très moralistement, de manière morale, c'est porteur négatif. C'est une connotation négative. Donc, voilà, maintenant, nous comme médecins, on n'est pas censé aider les patients à se suicider. En pratique, il faut savoir que dans l'euthanasie, il y a quand même une connotation, entre guillemets, suicide autorisé. C'est-à-dire que quand on a un dossier qui est complet, normalement, on fait une injection létale, une injection qui permet aux gens de s'en aller, mais ils peuvent aussi choisir de boire un produit qu'ils boivent devant nous. Donc, ce qui n'est pas bon comme goût, mais enfin, ça, c'est pas très grave. Donc, il ne s'agit pas d'une auto-injection, mais c'est la personne qui elle-même s'administre le voilà, produit. Exactement. Ce qui symboliquement est différent quand même. Symboliquement est différent, tout à fait. Symboliquement est différent. Ça décharge le médecin en fait. En réalité, c'est souvent les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas nous imposer à nous de donner la mort, alors que c'est notre choix à nous, c'est quand même d'aider les gens à vivre. Mais aider les gens à vivre, c'est reconnaître la mort, et donc ça peut être aussi d'aider à ce que la mort soit propre ou soit acceptable dans la dignité humaine, je dirais. Benoît, vous voulez poursuivre ? Oui, il y a d'abord un vrai tabou dans notre société aujourd'hui, c'est la mort. Je me réjouis, moi, de voir différentes personnes écrire de plus en plus là-dessus et sur l'accompagnement, et de tous horizons. Ringlet l'a fait, il y a une philosophe de Liège, Vinciane Deprez, qui a écrit des livres remarquables là-dessus. Je vous encourage aussi à lire le dernier livre de Delphine Horviller, de rabbine française, sur justement l'accompagnement dans le cas de décès. Donc il y a de plus en plus de prise de conscience que chez nous, en réalité, la mort c'est un truc dont on ne parle pas, il n'y a plus de ritualisation réellement de ça. Moi, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'avais été aux funérailles d'un ami au Congo. Je peux vous assurer qu'une veillée funèbre, là, c'est quelque chose. La visite à la dépouille, c'est quelque chose. Alors que chez nous, on a l'impression qu'on est là en une demi-heure, à rue du Silence, et voilà. Et donc il y a une difficulté de plus en plus à parler de la mort, à en faire quelque chose qui est en réalité partie intégrante de la vie. Et donc à partir de là, je pense que c'est moins bien accepté d'une façon ou d'une autre. Vous parliez de suicide. Je pense que tous, dans notre entourage, on peut à un moment donné, si on gratte, retrouver un cas, famille éloignée, plus proche ou autre, et de ces difficultés par après à vivre avec ça au quotidien. Maintenant, il y a un autre point sur lequel je voudrais rebondir, c'est sur le jugement moral. Parce que il y a encore des lieux où ça devient où c'est toujours compliqué.
Vous parliez de votre famille. Moi, mon père a eu une cirrhose éthylique et a dû subir une greffe du foie. Dans un premier temps, à Erasme, on lui dit il n'y a pas de poste. Ça lui a donné une douzaine d'années de vie en plus. Hein, c'était au début des années 2000. On se retrouve à Erasme, directement, ils disent ok, ça y est, on va le faire. Il a un petit peu peur, il va à Saint-Luc. Et là, on dit c'est un organe qui se régénère vite. Ça a duré tout un temps avant qu'il ait sa greffe du foie. J'ai quand même bien senti dans les discussions au moment où ça vient que éthylique. Est-ce qu'il mérite quelqu'un qui a péché, est-ce qu'il mérite un nouveau foie? Ça, vous n'avez pas à Erasme, mais vous avez à Saint-Luc. Géo et moi avons un ami commun qui est décédé il y a peu de temps à Saint-Luc et qui avait fait une demande d'euthanasie. Ça a été la croix et la bannière pour pouvoir justement, d'une part, toi déjà avoir un contact, mais ensuite imaginer que ça puisse se faire. Et après 5 jours de combat acharné, c'est le moment où on lui a dit le lundi vous pouvez le faire, ce sera le mercredi. Il est mort dans l'après-midi, comme s'il était soulagé par rapport à ça. Moi, quand mon père est décédé il y a 6 ans à Saint-Luc, il était là depuis 6 mois, pas à Saint-Luc, à Erasme, il était là depuis 6 mois. À un moment donné, il a fait une attaque et il a une lésion cérébrale. Le Toubib me l'avait dit, il me dit on débranche, c'est fait. Et là, il n'y avait pas la question, il y avait un soutien. Donc il y a quand même à bien réfléchir en fonction de ce que l'on veut, où on tombe et de quelle manière. Et parfois, on a tendance à tout relativiser, les enseignements, les lieux et ainsi de suite. Cette université sur laquelle nous nous trouvons maintenant, elle a tout son sens. Hein. Elle a tout son sens et elle n'est pas la même que les autres. Et ça, on ne doit pas le perdre de vue. Et à Saint-Luc, la foi, la religion intervient de manière aussi importante dans les choix. C'est si omniprésent, ça ne s'est pas au fil du temps. Pas affiché, mais on revient, on le ressent. On peut parler de la situation dans les hôpitaux, hein, mais ne perdez vraiment pas de vue que ce gouvernement ne s'est fait que parce qu'on n'a pas voulu discuter d'IVG alors qu'il y avait une majorité. Hein. Et ça, c'est aujourd'hui Belgique 2021. Regardez ce qui se fait en Pologne ou en Hongrie pour l'instant. Hein. Et sincèrement, avec des alliances qui parfois sont réellement puantes. Hein. Moi, que sur toutes les questions d'IVG et d'euthanasie en Belgique, les chrétiens flamands, parfois les chrétiens francophones s'allient, mais sans vergogne, avec le Vlaams Belang, wow, hein, ça fait peur. Hein. Maintenant, il y a plus de... Ce qu'il faut quand même dire, c'est que par rapport aux hôpitaux, dans le temps, il y avait une clause possible institutionnelle, une clause de conscience institutionnelle. C'est-à-dire qu'à Saint-Luc, on ne pouvait pas. L'hôpital interdisait les euthanasies. Maintenant, la clause de conscience est personnelle. C'est-à-dire que l'hôpital ne peut plus interdire les euthanasies. Ce sont les médecins qui peuvent décider de le faire ou de ne pas faire. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à obtenir un accord d'euthanasie à l'hôpital Saint-Luc. Maintenant, c'est clair que si vous travaillez à Saint-Luc, vous avez plus de chances d'avoir une ambiance oppositionnelle. On a ça souvent dans les maisons de repos quand on a quand on a beaucoup de personnel africain qui ne sont pas du tout prêts à entendre ça culturellement parlant. Et donc, très souvent, on doit avoir une réunion d'équipe avant pour essayer de leur expliquer, mais ce n'est pas facile parce que culturellement parlant, et c'est religieux et c'est culturel, c'est un mélange des deux, c'est beaucoup plus difficile. Mais il ne peut plus y avoir, par exemple, dans une maison de repos, on ne peut pas me refuser, moi, d'aller pratiquer une euthanasie. Donc, c'est quand même des évolutions progressives, c'est des petites évolutions. Ça a été dans la dernière modification législative bien précisé, et à la limite, soyons sérieux, une institution payée avec des deniers publics qui refuse d'appliquer la loi, c'est débile, hein, ça n'avait aucun sens. Maintenant, on peut avoir des critiques sur des structures. Individuellement, dans toutes les structures, vous aurez des gens absolument merveilleux qui essayent de faire leur boulot et qui le font de la manière la plus ouverte possible. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir certainement des pesanteurs liées à ce poids de l'histoire et à une étiquette que l'on chérit dans telle ou telle institution. Alors, je crois que vous connaissez un bon bout sur l'euthanasie, sa genèse et ses aboutissements. Il y a une date que j'ai plus ou moins en tête qui est 2002. Et plus tardivement, je crois que l'euthanasie, il est autorisé à la pratiquer chez des jeunes individus, chez l'enfant, je crois. Et que j'en avais parlé il y a quelques années à une personne française, d'ailleurs, soi-disant républicaine. Et bien, cette personne était vraiment tombée des nues, pensant comment est-ce possible que ça puisse se pratiquer en Belgique. Pouvez-vous en parler un peu plus de cette année charnière 2002, ainsi que l'euthanasie qui serait autorisée, entre guillemets, chez les enfants ou les mineurs d'âge?
Oui, mais c'est assez simple comme réponse. D'abord, il y a eu très très peu d'enfants qui ont subi ou vécu ou été aidés par l'euthanasie. Donc ça reste des cas d'espèce. Ce ne sont pas des situations interdites, loin de là, mais ce sont des cas d'espèce et qui sont bien analysés au niveau psychologique. Avant ça, il faut que la souffrance soit quand même grande. Je veux dire, on va pas laisser partir des enfants si on a des chances qu'un jour ils puissent mener une vie normale ou même une vie, je dirais, avec des limites. Mais donc c'est un faux problème. C'est un faux problème. Maintenant, j'ai été, il n'y a pas longtemps, donné une conférence en France sur l'euthanasie. J'étais opposé à un juriste français et en fin de séance, en fin de conférence, j'ai proposé de l'euthanasie et j'avais tout le public avec moi, tellement il faisait référence à ces lois en disant que non, et on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça. Et moi je disais, mais nom de Dieu, on est là pour être humain, on n'est pas là pour des théories, on n'est pas là pour des lois. On est là pour être humain, simplement, et pour aider les gens dans leur souffrance à trouver la meilleure solution, qui parfois s'avère une fin de vie. Et donc, c'est vrai que la France est quand même encore un pays en voie de développement. Je parlais de l'Afrique, mais remettons-le au même niveau. Je ne sais pas si ça passera, mais non, ça veut dire que culturellement parlant, très clairement, que ce soit par rapport aux interruptions de grossesse, que ce soit par rapport à l'euthanasie, la Belgique est loin d'être en retard. Et pourtant, il y a encore du boulot à faire. On est loin d'avoir terminé cette révolte. Ces choix de vie, c'est pas terminé. Mais la France est extrêmement, extrêmement en retard avec des pantomimes, avec des situations dans lesquelles on dit oui, on peut l'endormir, mais on peut pas le tuer. Enfin, c'est du n'importe quoi, honnêtement. Je dis ce que je pense. Donc on a beaucoup parlé de la révolte. Vous voulez rebondir peut-être? Oui, pardon. Et effectivement, comme le disait Géo, que l'euthanasie des mineurs, c'est une possibilité parce que toute situation mérite d'être traitée, mais c'est d'un caractère exceptionnel évidemment. Et une personne qui en parle très bien, c'est un ancien professeur d'ici, Jacques Brocchi, qui disait bien tout au long du débat parlementaire à quel point l'enfant en souffrance avait acquis une maturité bien plus grande que de son âge. Et il faut imaginer la situation des parents aussi. Mais ça reste quelque chose d'exceptionnel. Comme aussi, si on regarde les pays de ce monde, les pays qui ont une législation sur l'euthanasie, ils se comptent sur les doigts d'une main. Récemment, l'Espagne a avancé, le Portugal, ça peut bouger aussi, ce qui montre bien qu'avec des pays avec une grosse tradition religieuse, historiquement, peuvent quand même évoluer, mais ça reste toujours des questions éminemment sensibles. Et sur celle de l'euthanasie, il y a encore des pans de cette question à examiner, dont pour moi, qui était peut-être plus important que l'euthanasie des mineurs, c'est toujours par étapes. On se dit, tiens, on a eu l'euthanasie, puis on va essayer de grignoter quelque chose, c'était l'euthanasie des mineurs. Pour moi, ce qu'il faut mettre sur la table, c'est le sort des personnes atteintes de maladies neurodégénératives, dont on ne sait pas à un moment donné comment elles s'expriment, si elles ont leur tête, si elles ne l'ont plus, et qui peuvent être en souffrance. Je pense que là, il y a quelque chose encore sur lequel le législateur devra se pencher en toute sérénité, en dehors de toute période électorale. Très bien, merci. Alors, on a parlé un peu de la révolte qui est un moteur de vos actions. Et chez l'un et l'autre, quelles sont les actions, les combats les plus urgents à mener, soit vous, dans votre pratique de médecin généraliste, ou bien vous, Benoît, comme membre du Cercle de la laïcité, de l'Action laïque, pardon. Alors, je pense qu'on va pouvoir faire certainement 2-3 émissions en plus, parce que tout est à bouger. Choisissons la plus urgente, peut-être, celle pour laquelle vous consacrez beaucoup d'énergie, et sans compter. Pour moi, c'est évidemment les cadres de la santé, c'est l'âge de la maturité en termes de santé pour les jeunes, c'est les histoires de vaccins anti-Covid dont on a autorisé pour le moment. Les jeunes peuvent se faire vacciner sans l'accord des parents, mais ça veut dire qu'on travaille sur une majorité qui est changeante. Ça a une influence énorme parce que, et je crois que c'est en discussion, je n'en sais rien, moi je le vois, je suis les nouvelles, je ne suis pas, je dirais, impliqué dans toutes ces nouvelles. Donc ça, c'est mon combat d'aujourd'hui, c'est de réfléchir
sur ce qui est bon pour l'individu et ce qui est bon pour la société. Et malheureusement, entre le collectif et l'individu, il y a un hiatus et qui est très très complexe. Et donc, les questions qui n'ont pas été posées de manière ouverte, c'est les obligations de vaccination par rapport à un Covid. On essaie de persuader les gens en mettant des limites par rapport au voyage ou par rapport à l'argent ou par rapport à des systèmes. Mais tout ça ne tient d'aucune décision que des petits boutons qu'on tourne. On a l'impression d'avoir une table de mixage et qu'on n'a pas mis la prise et qu'on se retrouve avec tous les boutons ou qu'on a mis la prise mais qu'on n'a pas mis le son et qu'on est là avec 500 000 boutons et il n'y a rien de cohérent dans tout ce système, même dans les remboursements. Enfin, je veux dire, au niveau de la santé, alors on a probablement une des meilleures santé, disons une des meilleures structures de soins de santé en Belgique même par rapport au monde, mais ça tient par la bienveillance des soignants. Et la bienveillance des soignants, elle est au bout du rouleau. Elle est au bout du rouleau, on l'a vu à l'hôpital Saint-Pierre, on l'a vu par les grèves actuelles des étudiants. Et donc, moi je ne suis pas un syndicaliste, donc je ne vais pas effectivement faire la grève par rapport à tout ça, mais je continue à travailler alors que je n'ai plus l'âge de travailler pour soutenir les jeunes et pour transmettre aux jeunes l'esprit de révolte qui m'a habité toute ma vie et qui est une révolte, je dirais, bon enfant, parce que effectivement, je ne vais pas aller tuer des gens, je ne vais pas publier dans les journaux, mais je communique, je transmets. Et donc, voilà, le travail est à la fois énorme et à la fois il est évolutif et chaque jour, on espère gagner un petit peu. Merci. Je pose la même question à Benoît et ce sera le mot de la fin. Non, grande responsabilité. Oui, alors je dirais ici... non pas d'un point de vue institutionnel, hein, mais plus comme être humain. Moi, c'est clair que les questions environnementales, la question aussi de cette résurgence de l'extrême droite organisée, l'essoufflement des démocraties, la non-gestion des flux migratoires, tout ça, ce sont des questions qui me taraudent. Il y a des défis qui sont déjà là, et puis il y en a d'autres qui arrivent et qui ne remplacent pas les uns, mais qui se superposent. Je pense que tout ce qui se développe en termes de moyens de surveillance des uns et des autres, qui n'est plus du tout du ressort uniquement de la vie privée qu'on doit respecter, mais plutôt de quel type de société on veut et dans quel moule on veut mettre les gens en combinant toutes les informations que l'on arrive à avoir sur les uns et sur les autres, hein, la norme dans laquelle celui qui sort est celui du cadre, c'est celui qui va être repéré, c'est celui qui va être contrôlé, surveillé, exclu, puni ou quoi que ce soit. Ça, ce sont des choses qui, moi, me font peur, mais parce que dans la vie, rien n'est à craindre, hein, tout est à comprendre, mais qui me laisse sceptique sur l'évolution du monde. Avec, à côté de cela, et là je reprends un point de vue plus institutionnel, c'est comment on arrive aussi à recréer des espaces, des lieux pour dialoguer, se comprendre, sortir d'une logique d'anathème, de cristallisation des uns contre les autres. Et si on n'y arrive pas, on va rater plein de trucs. Il y a ici en Belgique francophone un secteur associatif qui fait vraiment un boulot remarquable, qui est même subsidié pour ce faire. C'est quand même un luxe extraordinaire. Mais en même temps, si on regarde certaines crises récentes, par exemple les marches des jeunes pour le climat, les gilets jaunes en France, tout le secteur associatif, il n'y a personne qui a vu rien venir. Hein. Donc ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup qui sont déconnectés des réalités. On le dit souvent à des politiques, mais tous ceux qui sont là, les censeurs qui critiquent, ils le sont aussi également. Hein, ce qui nous impose certainement de nous regarder dans le miroir et d'essayer de trouver les meilleures méthodes pour justement œuvrer au progrès de l'humanité. Hein. Très bien. Eh bien, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Au revoir, merci. Avec plaisir. Avec plaisir.